Bonjour à tous, merci de venir si nombreux à cette conférence. Alors, chaque année, David Cole nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous présenter un thème d'actualité. Donc aujourd'hui, ce sera sur le capitalisme autocratique. J'ai vraiment hâte de l'entendre sur ce thème-là qui est définitivement d'actualité plus que jamais. Donc David Cole, comme vous le voyez, donc est professeur notamment à l'IPSUP, prépa ENA, Sciences Po, je crois. Il est aussi ancien conseiller de l'ancien ministre de l'Industrie. Donc cet expert et ce professeur aguerri va nous éclairer de ses lumières. Merci Virginie. Je vais essayer de vous éclairer sur finalement un monde assez opaque qui est celui de l'Eurasie que le Festival de Grenoble a choisi de mettre au premier plan cette année, ce qui évidemment est plus que d'actualité. J'ai choisi pour ma part, puisque je suis davantage féru d'économie que de géopolitique, de basculer un petit peu vers le sud et vers la Chine plutôt que vers la Russie, tout en ne négligeant pas tout de même le rôle que va jouer la Russie dans l'économie de demain, en tout cas celui que je pense qu'elle va jouer. Mais il est bien évident que le centre de gravité aujourd'hui est en train de se déplacer. L'intitulé d'ailleurs du festival est étonnamment économique, comme j'essaierai de le montrer tout à l'heure, pour un festival de géopolitique, puisqu'il semblerait que l'Eurasie soit, entre guillemets, notre avenir, alors que la question qu'on devrait se poser est plutôt de savoir si l'Europe ne serait pas l'avenir de l'Eurasie. Ce qui, évidemment, serait d'un point de vue géopolitique, alors peut-être très amusant, mais peut-être aussi beaucoup plus inquiétant. Je commencerai ma présentation par une phrase assez, et qui n'apparaît pas ici, assez symptomatique de la vision que peuvent avoir ceux que je vais choisir d'appeler les Occidentaux de la Chine. L'autre pôle de l'expérience humaine, nous dit un sinologue, Simon Less, comme pour nous dire que les voies du Tao sont impénétrables. Et beaucoup de sinologues aujourd'hui, d'autres que je ne citerai pas volontairement, essaie manifestement de faire vivre ou revivre une Chine immémoriale dont des caractéristiques devraient nous échapper et dont la façon de penser surtout se distinguerait à tel point de la nôtre, en particulier en ce qui concerne la conception du temps, que nous ne pourrions ni l'appréhender, ni la comprendre et encore moins la concurrencer. Je pense pour ma part que ceci est évidemment très vendeur et très commercial, mais que quelques simples photos à la fin de ma présentation suffiront à vous convaincre que nous sommes de plein pied dans une concurrence, et tous les entrepreneurs le savent, avec un monde chinois et un monde bientôt eurasiatique qui a des caractéristiques qui ont été les nôtres, qui a des modes de fonctionnement qui sont encore les nôtres, et qui interroge sur nos propres fonctionnements dans nos sociétés, que ce soit sur un plan démocratique, sur un plan économique, que sur un plan juridique. La question juridique sera très peu abordée ici, alors même que l'intitulé supposerait de le faire, capitalisme autocratique. Quel est finalement le sens de cette formule ? Le but est dans le chemin est un proverbe chinois. C'est un proverbe qui laisse entendre, encore une fois, que la Chine aurait une conception du temps et finalement une conception des finalités. Et finalement, encore une conception de l'efficacité qui serait différente de la nôtre. S'il n'y a pas de but au bout du chemin, mais si l'ensemble du chemin est parsemé de buts, ou si même il est un but à part entière, cela ouvre un conflit, un gouffre entre des sociétés, les nôtres, qui, depuis la révolution de la thermodynamique, comme on dit, c'est-à-dire de l'irréversibilité des phénomènes, nous a laissé penser qu'il existait une flèche du temps, et nous avons construit notre monde sur cette idée. C'est-à-dire que nous avons choisi d'inventer, comme le dit un historien, David Land, l'Occident a choisi l'invention de l'invention.
Or, ceci est d'une certaine façon discutable, puisque une grande partie des inventions qui sont les nôtres avaient déjà été imaginées et conçues en Chine, justement. Beaucoup d'anciens historiens l'ont montré. La différence, c'est que ces inventions n'ont pas donné lieu à des innovations. Puisqu'il y a beaucoup de préparationnaires dans cette salle, je sais qu'ils connaissent bien la différence. Cette innovation, en fait, ce qu'une invention peut permettre dès lors qu'elle se diffuse à grande échelle et qu'elle génère elle-même des effets d'entraînement sur d'autres secteurs, ce que Schumpeter appellera des grappes d'innovation. Et c'est toute la différence entre inventer et innover. L'invention est, d'une certaine façon, la curiosité de l'esprit ou le résultat de l'imagination. L'innovation est un véritable processus économique. Faire croire que la Chine aurait renoncé à innover pour des raisons qui tiennent à sa conception philosophique du temps ou que sais-je encore, entre en conflit évident avec la réalité que l'on observe aujourd'hui dans le monde. Et en particulier avec la concurrence qui amène la Chine aujourd'hui à venir au secours des banques américaines, à s'implanter dans des ports européens ou même à venir en aide de constructeurs automobiles français. Je vais donc tenter de vous convaincre que l'expression « le but est dans le chemin » est incroyablement vraie et en même temps qu'elle repose sur cette volonté philosophique de faire de la Chine quelque chose qui serait particulier, un autre pôle de l'expérience humaine, et donc essayer de vous montrer en quoi cet usage très souvent fait de termes comme le Tao, comme les voies de la sagesse, comme le but est dans le chemin, ont quand même pour but de masquer une réalité qui est tout autre, qui est celle d'un capitalisme que je vais essayer de définir comme autocratique, ou plus exactement comme bureaucratique, en essayant de montrer en quoi ce capitalisme bureaucratique finalement nous caractérise aussi à un autre degré et surtout a été le ferment de nos sociétés modernes, les nôtres. Tout comme elles sont, à mon sens aujourd'hui, le ferment de la Chine et sans doute celui de la Russie. Je vais vous présenter en 3 temps l'histoire d'une bureaucratie sur laquelle je vais être obligé d'être très synthétique et donc forcément imprécis. Je vous présenterai ensuite ce que j'ai appelé un chemin et des embûches pour vous montrer à quel point le chemin qui est pris aujourd'hui, davantage par la Chine d'ailleurs que par la Russie, mais on le verra avec des différences qui finalement pourraient s'estomper dans l'avenir, a été et est parsemé d'embûches que nous avons tendance à, on va dire, survaloriser, tout simplement parce que nous avons oublié les nôtres, qui furent d'une certaine façon les mêmes. Et ces embûches, les capitalismes autocratiques et bureaucratiques, en fait, sont en train de les surmonter. En ont parfaitement conscience, c'est ce qui est le plus important, parce que l'histoire, que ce soit pour la Russie, il suffit de voir ce que Poutine considère du point de vue de la Crimée, ou que ce soit du point de vue de la Chine, l'histoire est dans la mémoire, en Chine, en Russie, et est un moment d'apprentissage. Cet apprentissage, le but est dans le chemin, donne lieu à ce qu'on peut appeler des réformes. Je donnerai un exemple immédiatement. La propriété privée existe en Chine de manière légale depuis 2007. Plus de 30-40% du secteur productif repose désormais sur la propriété privée, même s'il coexiste avec un grand nombre d'entreprises dont la propriété est toujours collective, les fameuses Townships and Village Enterprises, qui sont évidemment considérables dans la puissance chinoise aussi. Mais je rappellerai simplement que dans nos capitalismes, entre guillemets, soi-disant libéraux, nous avons plus de 57% de dépenses publiques rapportées au PIB aujourd'hui en France, plus de 40% des prélèvements obligatoires rapportés au PIB en France, et qu'une grande partie des activités privées reste incroyablement encadrée par tout un système juridique et institutionnel qui finalement n'est pas fondamentalement différent de ce qui prévaut dans des économies que sont la Russie et la Chine. Vous noterez, je l'espère, que j'ai insisté, ou en tout cas j'ai essayé de le faire, sur le terme économie. Ce qui évidemment ne veut pas dire que les systèmes juridiques et politiques en Chine ou en Russie sont les nôtres.
Ma question est économique. Elle ne peut pas être strictement économique pour une raison simple. Aujourd'hui, c'est justement, pour reprendre les termes d'un célèbre chinois, que la démocratie est une conception occidentale du pouvoir. C'est-à-dire que une des idées fondamentales est que la dissociation de l'économie et du politique, et même du juridique, est une invention américaine, européenne, mais que ni la Russie ni la Chine n'oseraient concevoir au regard de leur histoire. Deux mythes se font face, le capitalisme libéral, le despotisme éclairé. Vous savez comme moi que Marx utilise très peu le terme capitalisme. Marx utilise le terme capitaliste. Il décrit des comportements, non un système. Sans doute parce qu'il est trop intelligent pour utiliser et abuser d'un terme qui est incroyablement flou, vague, que l'on utilise d'ailleurs au même titre que celui de système lorsqu'on ne sait pas utiliser quoi que ce soit d'autre. Heureusement pour nous, et tant pis pour Marx, un autre économiste hétérodoxe, Schumpeter, a essayé, lui, de définir précisément ce qu'on devait entendre par capitalisme. Il insiste sur trois choses principales. La propriété privée des moyens de production, le fait qu'un système de prix, autrement dit une sorte d'économie de marché prévale pour allouer les ressources, et enfin, le fait que grâce au crédit, à la création monétaire, dont on verra que les réformes de 1993 en Chine ont été à ce point de vue fondamental, la création monétaire et le crédit projettent sans cesse par l'investissement et les innovations vers l'avant. Le capitalisme est en quelque sorte une bicyclette, une bicyclette qui ne peut être à l'équilibre que lorsqu'elle avance. Sans béquille, si elle est à l'arrêt, elle tombe à droite ou à gauche. La question qu'on peut donc se poser est, est-ce que finalement la Chine et la Russie rentrent ou peuvent rentrer, comme on le fait dans le langage courant, dans l'acception capitalisme? Sont-ce des capitalismes? La propriété privée se développe en Chine, je viens de le dire. L'économie de marché aussi, puisque les prix, vous allez le voir, sont de plus en plus dérégulés dans certains secteurs de l'activité. Et il est bien évident que la flèche du temps, entre guillemets, la projection en permanence dans l'avenir, est aujourd'hui d'une rapidité assez confondante, qui dépasse celle qui a été celle de la France, celle de l'Angleterre au XIXe, et même celle de l'Allemagne, qui s'apparente à celle du Japon au cours des Trente Glorieuses. Mais la Chine est en train de vivre en une vingtaine d'années une révolution ou des révolutions industrielles du monde du travail et monétaire qui vont l'amener très bientôt à un niveau de développement, si ce n'est à un niveau d'inégalité et de pauvreté comparable au nôtre. La définition, cependant, ne s'applique ni à la Chine ni à la Russie dès lors que, implicitement, ce qu'on entend par capitalisme reposerait sur un système juridique qui garantit de manière absolue ou presque les droits de propriété privée. Et dans ce domaine, ni l'une ni l'autre ne peuvent se prévaloir du capitalisme, car les droits de propriété, même s'ils existent maintenant de manière privée, ne sont pas absolument garantis dès lors que la démocratie elle-même ne l'est pas. C'est-à-dire qu'aucun individu ne peut être protégé ni de la propriété de ses idées, ni de la propriété de sa terre, ni d'ailleurs de la propriété absolue de ses biens de production. Ce qui, normalement, je dis bien normalement, à quelques exceptions, caractérise les capitalismes dits occidentaux. Évidemment, avec quelques exceptions. Lorsqu'on construit un TGV, lorsqu'on décide de raser des villages au-dessus de Val d'Isère pour y construire des stations de ski, le droit de propriété privée disparaît quand même quelque peu. Mais on va dire que ça reste du domaine de l'exception. La question est-ce que, tout simplement, la Chine n'est pas en train de vivre du point de vue des droits de propriété, ce qui a été vécu par nous-mêmes au XIXe siècle en particulier. Vous le savez, en 1989, quand le mur est tombé, on a tous envisagé la fin de l'histoire, ou en tout cas beaucoup y ont cru, une fin de l'histoire qui amènerait la démocratie, entre guillemets, à se généraliser et le capitalisme qui l'accompagne à se généraliser à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, et en particulier aujourd'hui, je crois que nous sommes bien revenus de cette idée. Nous nous apercevons que si les sociétés et les économies existent, c'est qu'elles sont façonnées par une histoire et façonnées par leur traumatisme. Les traumatismes, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, même si je n'aime pas le terme, sont particulièrement importants.
au sens où on ne peut pas comprendre le développement industriel de l'Allemagne sans comprendre la défaite de 14-18, vous le savez. On ne peut pas comprendre le développement industriel de la France sans comprendre la révolution et la suite de la révolution de 1848, puisque tout notre système bancaire et industriel est véritablement né de cela. On ne peut pas comprendre la Chine sans comprendre la défaite et l'humiliation subies en 1895 contre le Japon. Et on ne peut pas comprendre cette même Chine si on oublie que des ouvriers furent massacrés en 1927, à la fin d'une période qui a vu une bourgeoisie naissante, quasi aristocratique et plutôt ouverte sur l'extérieur bien que nationaliste, essayer de développer industriellement le pays à l'exemple de ce qui était fait à l'extérieur. Ces traumatismes, ils sont en règle générale oubliés, on va dire dans le courant et dans le fil du temps, mais en fait peuvent tout à fait façonner les comportements. Une des caractéristiques de la Chine, qui, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont plutôt les sinologues, peut paraître justement impénétrable aux Occidentaux, c'est la pérennité de la bureaucratie. Étienne Balach a écrit, il y a fort longtemps déjà, la bureaucratie céleste. C'est-à-dire que en Chine, les empereurs sont passés depuis la constitution de l'Empire en moins 221, mais les mandarins sont restés. C'est-à-dire qu'un système d'hommes lettrés, supposés avoir des compétences essentielles pour gérer les affaires du pays, mais surtout pour asseoir le pouvoir des empereurs qui succédaient, a, depuis 221, moins 221, géré les affaires locales d'un pays étonnamment vaste, qu'il s'agissait de protéger en particulier de deux problèmes fondamentaux, le problème agricole et le problème hydraulique. Aujourd'hui encore, vous le savez, la Chine se caractérise par un interventionnisme fort dès lors qu'il s'agit de s'assurer d'un approvisionnement en eau et d'une bonne gestion de l'eau. Et vous le savez aussi, la Chine veille, et en particulier on va le voir avec une politique nataliste qui avait été mise en place en 1979, à ce que l'accroissement démographique ne pose pas trop de problèmes économiques du point de vue de l'agriculture et du point de vue des prix agricoles en particulier. Il faut bien comprendre que, je m'en réfère à un sinologue suisse qui s'appelle Jean-François Billeter, il faut bien comprendre que le confucianisme ou la bureaucratie céleste dont parle Balach a été justement ce qu'ont observé les Occidentaux, Montesquieu, Voltaire, lorsqu'ils s'intéressaient à la Chine. Autrement dit, ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ont regardé les mandarins, ils ont regardé les lettrés, ils ont regardé ceux qui avaient pour but d'asseoir le pouvoir de la Chine en tant qu'empire. Ils étaient les représentants de l'empereur à une échelle locale. Des philosophes regardent des lettrés, en quelque sorte, et s'interrogent alors sur une Chine qui ferait preuve de pragmatisme et qui, en particulier, pourrait être un modèle de despotisme éclairé par rapport au contraire des conflits qui ont pu ensanglanter le développement de l'Europe. Ceci est un véritable mythe. Le confucianisme et le système mandarinal n'ont eu d'autres buts et ont été mis en place pour faire, comme je l'ai écrit ici, croire à un ordre naturel. J'ai choisi volontairement une expression dénuée de sens, l'invention d'un ordre naturel, mais c'est à peu près ça. Cet ordre naturel signifiant qu'en Chine, tout un système pyramidal s'est constitué avec en haut l'empereur, ensuite une bureaucratie, et au fil de la société, tout un système qui promeut la soumission. La soumission n'empêche pas l'ascendance. La soumission, c'est celle vis-à-vis du père, vis-à-vis du supérieur, ce qui n'empêche pas de devenir père, évidemment, ce qui n'empêche pas de devenir supérieur, mais où il est sûr que rien ne peut être fait, ou très peu peut être fait, sans que le bureaucrate, le supérieur, ne soit d'accord avec ce qui va être entrepris. Ceci, cette bureaucratie céleste, peut donc faire du fonctionnement de la Chine quelque chose de très particulier. Je parle de fonctionnement de la Chine, expression curieuse, pour désigner le fait que, finalement, depuis moins 221, ce qui est quand même assez incroyable,
Le visage de la bureaucratie a changé, mais elle demeure d'une façon qui est incomparable à l'étranger. Cependant, vous pourriez me dire, et en fait j'ai posé la question parce qu'on me l'a posée, mais fondamentalement, en quoi les mandarins se distinguent-ils des énarques? Ma réponse a été je n'en sais strictement rien. Finalement, effectivement, tout un système dans un pays comme le nôtre est lui aussi très bureaucratique. Quel chef d'entreprise peut monter une entreprise sans avoir d'abord l'aval des institutions publiques, d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un maire, etc. Et finalement, est-ce que le capitalisme dit de marché n'est rien d'autre qu'un système institutionnel qui fait prévaloir la régulation? Comme le disent des économistes comme Aglietta et Orléans, des régulations qui supposent elles-mêmes des institutions. Et finalement, que ce soit un capitalisme libéral ou un capitalisme uniquement autoritaire, les deux n'ont pas véritablement d'existence, tous sont simplement des modes de régulation différents. Eh bien, le mode de régulation de la Chine, aujourd'hui comme il y a déjà très longtemps, repose et continue de reposer sur une bureaucratie particulièrement imposante. Cette bureaucratie, elle va, je le crois, mettre en évidence ce qu'on appelle, chez les économistes, le path dependence, la dépendance par rapport au sentier, la dépendance par rapport à l'histoire, qui entre en contradiction absolue avec les préceptes du FMI et de la Banque mondiale. Stiglitz l'a bien montré dans La Grande Désillusion. Lorsqu'on veut appliquer des préceptes dits libéraux à des pays qui ont une histoire qui n'est pas libérale, cela se traduit souvent par des catastrophes. Le traumatisme russe, c'est celui des années 90. Un cocktail détonnant, comme je le dirai un petit peu plus tard, entre des économistes libéraux de Harvard, des économistes libéraux russes, et finalement un système de privatisation qui a donné naissance à une oligarchie et à la plus grave crise économique russe, qui a été celle des années 90, qui aujourd'hui est le traumatisme de Poutine. Fondamentalement. Poutine connaît l'histoire, mais il se souvient surtout très bien qu'il était déjà là dans les années 90 et qu'il a vécu la crise et la faillite de son pays au moment même où justement il essayait, où il tentait de mettre en place les préceptes qui étaient ceux qui lui étaient conseillés par les institutions internationales. Le chemin est des embûches. Le capitalisme, en particulier dès lors qu'il a fait la promotion du développement économique. J'espère que le graphique vous sera lisible. Le capitalisme suppose de la productivité. La productivité est, je dirais même, la variable fondamentale. Une variable incroyablement complexe puisqu'il y a beaucoup de préparationnaires. Je suis toujours stupéfait lorsque j'interroge les étudiants en col dès la première année. Qu'est-ce que la productivité ? C'est une des notions qui pose le plus de problèmes. J'ai droit à tout et à n'importe quoi. Ce qui génère du profit, ce qui permet de gagner de l'argent, ce qui permet... Tout est incroyablement imprécis. Être productif, c'est rapporter une production aux facteurs qui ont permis de produire. C'est aussi simple que ça. C'est rapporter un volume à un autre volume. Un volume de facteurs, un volume de production. Et les gains de productivité, c'est produire plus avec autant de facteurs. Ou produire autant avec moins de facteurs, ce qui fait de la productivité quelque chose d'incroyablement ambivalent, mais finalement très simple à comprendre. La productivité peut être très bonne, la productivité peut être néfaste. Elle peut être néfaste aux emplois s'il s'agit de produire autant avec moins de facteurs. Elle peut être particulièrement bonne s'il s'agit de produire plus avec autant de facteurs. Elle nous permet de travailler moins, elle nous permet de gagner des parts de marché, mais surtout elle nous permet de protéger un modèle social, parce que si on est productif, ça signifie que le coût réel du travail est finalement beaucoup plus faible que le coût nominal, absolu du travail. En clair, un individu peut produire en 1 heure 10 fois plus qu'un autre s'il est plus productif. Il peut donc être payé 10 fois plus et ça ne pose aucun problème. Le coût du travail est un faux problème. La Chine l'a parfaitement compris. Sur ce graphique, vous avez, si tant est que vous puissiez bien le lire, une droite horizontale vers le bas, qui traduit le niveau de productivité d'un pays qui, comme la Chine par exemple, cherche à se développer avec une forte base agricole. La productivité marginale dans ces secteurs y est très faible, voire nulle ou quasi nulle, comme le racontait Lewis lorsqu'il a élaboré son modèle de développement, parce qu'une grande partie de la main-d'œuvre peut être dite finalement oisive. L'enjeu du développement économique, c'est qu'il apparaisse une sorte de prime à l'exode rural, que vous avez en bas à gauche du graphique, et qui amène un secteur industriel naissant à générer justement de la productivité.
Vous voyez sur la courbe croissante, ici, les salaires. Et sur la courbe décroissante, la productivité marginale du travail. Au début, vous le voyez, avec le volume de travail faible, la productivité marginale du travail est supérieure, largement supérieure aux salaires qui sont versés aux individus qui travaillent. Évidemment, cela rentre en contradiction avec l'analyse néoclassique que vous connaissez d'un salaire réel qui, à l'équilibre, est égal à la productivité marginale du travail. Mais ici, on n'est pas à l'équilibre, on est dans un processus de développement, on est dans un cadre historique. Et l'idée, c'est que le schéma est gagnant-gagnant. Comme vous le voyez, celui qui vient d'une certaine façon de la campagne et qui va travailler dans l'industrie se retrouve avec un salaire un peu, au moins, supérieur à celui qu'il obtenait en travaillant dans les campagnes et dans les secteurs traditionnels. Tandis que l'entrepreneur, lui, réalise du profit entre la productivité marginale supérieure et le salaire qu'il est en train de verser. Comme le disait en son temps une ancienne candidate à la présidence de la République qui usait de ce terme et en abusait, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Les gens vont dans les villes, travailler dans des industries pour avoir des salaires plus élevés. Les entreprises, elles réalisent des profits qu'elles réinvestissent. Le réinvestissement de ces profits, vous le voyez, il permet de déplacer la productivité marginale du travail vers la droite. C'est-à-dire que pour un même niveau d'emploi, à partir du moment où il y a effectivement un investissement qui est réalisé soit par les entreprises elles-mêmes, soit par l'État, alors la productivité marginale de chaque travailleur peut s'élever. Dans le même temps, le salaire a tendance à s'élever avec le volume de travail. Pour une raison simple, c'est que plus il y a de travail employé, moins il y a de main-d'œuvre disponible, et cela fait pression à la hausse sur les salaires, parce que les revendications salariales sont un peu plus écoutées d'une certaine façon. Évidemment, vous commencez à comprendre qu'elles seront beaucoup plus écoutées dans un pays où existent des syndicats et où les moyens de pression existent qu'elles le seront dans un pays où il n'y a pas de syndicats et où justement le contrôle d'un État sur les salaires reste prééminent. Toute la question du développement est donc de repousser d'une certaine façon vers la droite la courbe de salaire qui augmente, tout en repoussant vers la droite la courbe de productivité marginale du travail qui diminue. Et vous voyez à ce moment-là que le volume d'emploi en abscisse, le travail, va augmenter avec la possibilité pour les entrepreneurs d'accroître, donc ce qui est en couleur, et mon daltonisme m'empêchera de vous dire lesquels, je dirais rouge et jaune, d'accroître le profit en jaune, c'est ça, et c'est rouge l'autre ? Magnifique. D'accroître le profit en jaune par rapport au profit initial en rouge, et ainsi de suite. Voici le développement. Voici le développement qui, en fait, a été le nôtre et qui, d'une certaine façon, est celui de la Chine. Que font les ruraux qui vont s'agglutiner dans les usines, dans les secteurs industriels des villes chinoises? Si ce n'est permettre une augmentation lente, on est d'accord, des salaires, une très forte augmentation de la productivité, et finalement une très forte augmentation de l'emploi et la croissance chinoise. Ce modèle, les Chinois le connaissent parfaitement. Ils le connaissent aussi en relation avec l'accroissement démographique, parce qu'une des variables fondamentales dans le développement économique d'un pays, c'est aussi la démographie. Vous voyez que pour que le salaire se déplace vers la droite, c'est-à-dire finalement qu'il augmente moins vite que prévu, en fonction du volume d'emploi, il faut tout simplement que la main-d'œuvre soit abondante. Il faut une population abondante. La population chinoise, vous le savez, est abondante. C'est un des facteurs qui explique aussi pourquoi les salaires augmentent si peu. Pas le seul, bien sûr, l'intervention de l'État y est pour beaucoup, le rôle des entreprises y est pour beaucoup, mais bien sûr qu'il joue, entre guillemets, là-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas que la population s'accroisse trop vite, parce que si la population s'accroît plus vite que la productivité, en particulier dans l'agriculture, alors, on le sait depuis Ricardo, les rendements décroissants vont conduire à une augmentation des prix agricoles. Or, toute augmentation importante des prix agricoles, c'est non seulement une augmentation des salaires dans l'industrie qui peut donc remettre en question les profits, rouge et jaune, mais qui aussi génère de l'instabilité sociale. La bureaucratie céleste n'a eu de cesse, au fil des siècles, de gérer ce problème, gérer les ressources alimentaires pour éviter que les campagnes ne se révoltent, ne se rebellent contre le pouvoir central. Toute l'histoire de la Chine, jusqu'au début de son processus de développement industriel, dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais surtout à partir de 1927, est jalonnée par cela.
les interventions de la bureaucratie et de l'État pour éviter l'augmentation et les fluctuations trop importantes des prix agricoles. En 1979, ce problème devient particulièrement important. Je vous rappelle que la Chine a connu des famines très sévères au cours des années 60, en particulier au début des années 60. Et au cours des années 70, la productivité en matière agricole a été élevée en Chine, d'ailleurs par un degré d'ouverture croissant de la Chine sur l'extérieur. Grâce à des machines étrangères, y compris américaines, grâce à de nouvelles techniques agricoles, de nouvelles semences, du riz plus résistant, etc. Cet accroissement de la productivité agricole a conduit à se poser des questions sur les possibilités de développement économique de la Chine et sur la question de la démographie. À ce moment-là, en 1979, deux choses importantes vont être réformées. Ces deux choses particulièrement importantes, c'est d'une part la politique nataliste, avec la mise en place de la politique de l'enfant unique, un peu comme si la Chine prenait conscience désormais qu'en veillant à l'accroissement démographique, maintenant que la productivité agricole est en train d'augmenter, il y avait la possibilité d'élever le niveau de vie général et donc finalement de se développer économiquement, comme on le dit, en tout cas sur la base du PIB par tête, comme l'ont fait les autres pays. Et surtout intervient une autre réforme qui est celle des prix. C'est-à-dire qu'en 1979 survient la possibilité pour les agriculteurs de vendre à des prix de marché. Mais la Chine va choisir une voie particulière qui est celle de la coexistence de prix administrés et de prix libérés. Les prix administrés signifient que chaque agriculteur doit fournir un certain quota de production à un prix qui lui est imposé par l'État ou par la bureaucratie. Tandis qu'un excédent peut être vendu, lui, au prix de marché. Ce qui peut inciter donc à élever la productivité agricole et ce qui peut inciter à l'efficacité économique de ce point de vue-là. Le problème est que cette libéralisation des prix a coïncidé avec l'absence de centralisation du point de vue monétaire et financier. Les Chinois ont inventé la boussole, la poudre à canon, le billet de banque, incroyablement plus tôt que nous, au XIe siècle. Mais ils ont été traumatisés par le billet de banque avant même les Français et la Banque de l'eau, puisque cette invention, les billets de banque, a donné naissance à une très forte augmentation des prix agricoles, déjà. Et en 1993, une nouvelle réforme va intervenir, suite justement à l'inflation qui a sévi à partir de la libéralisation de 1979 jusqu'au début des années 90. Cette inflation a fait prendre conscience que la productivité, c'est bien, maîtriser l'accroissement démographique, c'est bien, pour élever le niveau de vie, c'est bien, mais que si en même temps les prix augmentent trop vite, en fait l'élévation du niveau de vie n'est qu'une élévation fictive. En 1993, la Chine réforme donc son système monétaire, et plus exactement son système bancaire, en le recentralisant. Pour le dire de manière très imprécise, en clair, tout avait été centralisé sauf cela. On avait oublié la monnaie, on avait oublié la finance, et évidemment, c'est la modernité qui s'installe en Chine. Dès lors que la question monétaire ou la question financière commence à échapper au pouvoir, on prend conscience que la bureaucratie peut servir, de nouveau à cela, à centraliser le système bancaire, à mettre en place des institutions. Un modèle économique que vous connaissez peut-être l'avait parfaitement mis en avant, le modèle de McKinnon en 1982, lorsqu'il nous dit que le développement économique doit commencer par une valorisation des encaisses monétaires, c'est-à-dire par une protection du revenu des gens contre l'inflation. De cette manière, ils vont commencer à épargner sous forme monétaire et plus sous forme réelle. Épargner sous forme monétaire permet de déposer dans des banques. Et à partir du moment où des banques existent, elles peuvent recycler cette épargne sous forme monétaire vers des investisseurs. Des investisseurs qui, eux, vont se servir, entre guillemets, de cet argent comme cette fois-ci d'un capital et vont innover en matière industrielle. Mais pour protéger de l'inflation, un système bancaire comme celui-ci, il nous faut un contrôle et des règles monétaires assez strictes. Et ces règles monétaires strictes, la Chine les utilise toujours aujourd'hui. En 1993, le yuan, ou renminbi, devient instrumentalisé sur le marché d'échange justement pour que le pouvoir chinois conserve un contrôle sur la valeur externe de sa monnaie,
en même temps qu'il centralise son système monétaire et bancaire, justement pour conserver un contrôle de l'inflation. Le pouvoir monétaire commençait à lui échapper par la multiplication des banques et surtout par le fait que les pouvoirs locaux, la bureaucratie, commençait à échapper au pouvoir central lui-même en faisant apparaître ici ou là des entreprises, du surinvestissement, des faillites, des problèmes bancaires, etc. Ce risque d'inflation, aujourd'hui en Chine, est relativement bien maîtrisé. Un autre ne l'est pas. C'est le risque financier, ou ne l'était pas, pardon. Le fait que la Chine soit constituée d'individus à un très fort taux d'épargne a fait apparaître ce que Ben Bernanke, l'ancien gouverneur de la Fed, appelait le saving glut, la surabondance d'épargne. Cette surabondance d'épargne, évidemment, fait pression à la baisse sur les taux d'intérêt. Et des taux d'intérêt faibles alimentent le surinvestissement. Et le fait est qu'une des craintes, souvent d'ailleurs, du monde occidental vis-à-vis de la Chine, est le surinvestissement de la Chine. Ce surinvestissement, la Chine et la bureaucratie chinoise continuent ou a pris conscience qu'il fallait le contrôler. Elle le fait en particulier de deux manières. Par un contrôle d'échange qui continue de fonctionner, et qui limite finalement la possibilité pour chaque Chinois de faire fluctuer à sa guise le cours du yuan vis-à-vis des monnaies étrangères, qui limite l'implantation des entreprises étrangères, ou en tout cas la régule, qui contrôle les investissements directs en provenance de l'étranger qui sont faits sur son territoire. En clair, elle ne respecte aucun des préceptes que le FMI et la Banque mondiale ont essayé de faire prévaloir pendant des années. Le deuxième risque auquel fait face la Chine aujourd'hui est le risque écologique. Le risque écologique, il est évident du fait des besoins énergétiques de la Chine. Aujourd'hui, l'essentiel de la production de charbon doit se faire en Chine. La Chine a des besoins de pétrole qui sont très très importants. Et cela explique aussi pourquoi la Chine se sert de plus en plus de ses devises pour, ou cela peut expliquer en tout cas, il faut que je fasse attention, il y a des géopoliticiens dans la salle, pour investir dans une marine dont elle pourrait un jour avoir besoin, puisque, vous le savez sans doute, des détroits, et en particulier le détroit d'Ormuz, sont aujourd'hui sous contrôle américain absolu ou quasi absolu, et que les États-Unis peuvent donc, s'ils le souhaitent un jour ou l'autre, en tout cas jusqu'à présent, couper d'une certaine façon les vivres ou le pétrole pour la Chine. La Chine a donc, parfaitement consciente de cela, investi dans de nouvelles ressources pétrolières un peu partout en Afrique, un peu partout au Kazakhstan, et en constituant une marine, elle cherche peut-être aussi à avoir une certaine puissance et à pouvoir s'assurer un approvisionnement en cas de problème. Mais la Chine va aussi beaucoup plus loin. Les inégalités que l'on dénonce aujourd'hui en Chine, avec un coefficient de Gini qui est en gros passé de 0,25 à 0,5, sont tout simplement les inégalités qui ont été les nôtres au XIXe siècle. La Chine sait devoir faire face à un problème d'inégalité, d'accroissement des inégalités. Les bureaucrates chinois savent devoir faire face à un problème de légitimité éventuelle dès lors que toute autocratie, on va le voir dans un instant, est fortement tentée par l'oligarchie. Mais les réponses que fait la Chine sur les trois risques que je viens de mentionner, le risque financier, le risque écologique et le risque d'inégalité, sont incroyablement simples. Cette réponse, c'est la suivante. Je la fais d'une manière un peu provocatrice. Les marxistes ont de la mémoire, les libéraux n'en ont absolument aucune. Les marxistes ont de la mémoire, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils sont marxistes, c'est parce qu'ils considèrent que la genèse d'un processus historique est souvent très injuste. Et que finalement, il faut, d'une certaine façon, ne pas laisser cette injustice se perpétuer et ne jamais l'oublier. Les libéraux ont tendance au contraire à l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les libéraux qui professent un capitalisme libéral ont tendance à oublier que le capitalisme est né de mesures qui sont tout sauf libérales. L'Angleterre n'était libérale ou démocrate qu'à l'intérieur. C'était un empire qui imposait sa loi.